Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast pour le blog Le Club Paname, présenté par votre serviteur Jimmy, avec aujourd'hui avec nous Bastien, Basto, bonjour. Basto s'il te plaît. Ouais, très bien, et Drayas. Salut tout le monde. Alors ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, on a un peu galéré pour mettre en place l'enregistrement, mais je pense que ça devrait être pas mal. Et ne pas détruire les oreilles de nos auditeurs. Merci aux 5 auditeurs qui vont nous suivre. Ça me fait très plaisir. Alors on va parler un petit peu dans ce sommaire du mercato, même quasiment que de ça, mais j'ai envie de faire une petite introduction comme c'est notre premier podcast. Basto, vu que tu es le cofondateur de ce très beau blog, très bien design sur internet, quel est le pourquoi le Club Paname? Mais c'est une idée du bien connu Rwampy, de Canal Supporter, qui avait publié chaque midi pendant un mois des articles. Il a pris goût à réaliser son fantasme et il s'est dit pourquoi pas créer du coup son propre blog. Et vu qu'on a une communauté assez importante, on s'y est tous mis et on aide à développer tout cela. C'est marrant parce que déjà moi je dis pas Rwampy, je dis Juvampy moi. Déjà tu m'apprends un truc, ce podcast est très intéressant. Non, c'est Rwampy. On va demander à Sorine. T'as son numéro? Ok. Bon, du coup, on va parler mercato, faire un petit bilan. Déjà, j'ai envie de vous demander comme ça, brut pour point, si vous deviez donner une note sur 10 au mercato, vous donneriez combien? Drayas, tu donnerais combien à ce mercato? Sur 10. Ouais. C'est toujours chiant de réduire ça à une note, mais si je dois le faire, je dirais 7. 7, ok. C'est sévère, hein. Et toi, Bastien? 7,5. 7,5. Mais je serais plus sévère, ça se trouve dans les explications. Putain, moi, c'est marrant parce que je donnerais 10, tout simplement. Même on aurait... je peux pas donner. Si, mais on aurait recruté que Neymar, j'aurais donné 10. Ok. On va en parler. On va expliciter parce qu'en fait les notes ça dit tout et ça dit rien quoi. C'est trop rapide. Ok. Faut, argument qui viennent avec quoi. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour recrue par recrue dans l'ordre chronologique et qu'on dise un petit peu si on apprécie cette recrue ou pas. Ouais, on peut se lancer là-dedans. Après, voilà. Moi, parler du mercato, c'est vraiment parler de la vision d'ensemble quand même. Ok, bon, on peut parler d'une vision d'ensemble. Mais vas-y, lance recrue par recrue. Alors. Ok, bon, on va commencer par Yuri Berchiche. Première recrue du mercato estival. Ah, je me souviens plus, c'était quoi le prix de Berchiche déjà? 15 millions. Bah, pour 15 millions, pour l'instant, on n'a pas de, enfin, c'est juste, pour l'instant, ça reste un point d'interrogation. Il a fait une entrée qui était relativement intéressante. Mais on connaît pas. C'est difficile d'avoir un avis sur ce joueur. Peut-être que Antero a une écoute, peut-être que, on va dire pas assez, quoi. On va dire que c'était une des priorités d'Emery. Et ouais, là, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Emery le voulait. On le verra peut-être vendredi. Ouais, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est, vous savez, l'année dernière, quand on a recruté Meunier, beaucoup se plaignaient qu'on ait deux recrues au même poste qui est à peu près le même niveau, même si pour moi, Meunier a toujours été meilleur qu'Aurier. Mais j'ai un peu peur qu'on ait ça, tu vois, un Kurzawa qui est titulaire, mais qui est pas forcément bien meilleur que Berchiche. Et je pense que ça peut poser des problèmes. C'est une des grosses interrogations. Alors, PSG, moi, j'ai un avis un petit peu différent de la majorité de Kurzawa. Savoir, je prends en compte en fait sa pubalgie. On se souvient quand on a eu Marco qui a eu sa pubalgie, tu sais, qu'il a traîné, etc., qui était pas très bon. Mais au-delà de ça, une fois qu'il est revenu sa pubalgie, il a donné 3-4 mois où c'était super délicat. Et peut-être que Kurzawa, le juger tout de suite, l'arrêter tout de suite sur ses performances, l'arrêter tout de suite sur ses manquements, c'est un petit peu trop. Il va peut-être falloir lui laisser un petit peu de temps, tout simplement, pour qu'il se remette de cette blessure qui, mine de rien, l'a bien handicapé. Et il y a un truc, que j'ai remarqué, c'est que l'entente entre Kurzawa et Neymar était pas forcément aussi dégueu. Elle est relativement prometteuse. Et donc j'enterrerai pas tout de suite Kurzawa. Mais défensivement, il y a des problèmes. Défensivement, il y a des problèmes. Mais là-dessus, c'est pareil, c'est un joueur jeune, il peut progresser. Mais maintenant, justement, il y a Berchiche. Après Marco, on avait que 10. Kurzawa, il a des doutes quoi qu'il arrive. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, c'est trop tôt. Berchiche, c'est juste un point d'interrogation. On connaît pas du tout. Kurzawa, il revient d'une blessure, il a eu du mal avant, mais là, il revient d'une blessure, donc c'est difficile d'arrêter son point de vue.
Et donc, c'est un poste sur lequel il y a plus des questions plutôt que des affirmations. Et je suis incapable de dire à l'heure actuelle, personnellement, si c'est deux joueurs moyens ou s'il y en a un qui va sortir du lot, ou etc., etc. J'ai l'impression que la pubalgie, c'est un peu une excuse fourre-tout quand même. Parce que tu regardes par exemple les deux matchs, Verratti et Kurzawa, notamment Verratti hier, ils ont fait deux matchs en équipe nationale qui étaient vraiment très très moyens. Et encore, on est gentil en disant ça. Et Kurzawa, il y a quand même de gros problèmes, même offensifs. Le mec, il sent très bien avant pubalgie, de ce que je me rappelle. Pour moi, c'est un joueur qui avait du potentiel, mais je commence même à douter. Tu vois, ses qualités de centre qui sont quand même très moyennes. Offensivement, il a pas été, il a plutôt fait un bon match contre Toulouse. Et contre Saint-Étienne, c'était pas si mal non plus. Offensivement, il apporte, c'est pas le plus gros doute. De toute façon, il est meilleur latéral que Royer. Hein. Ça, pour moi, il y a pas. Ouais, et puis voilà. Et par rapport à ta question, peut-être qu'effectivement, il y a un mec, si tu veux, où tu recruterais le mec et tu saurais que le mec que t'as recruté va mettre les deux, c'est-à-dire Berchiche et Kurzawa sur le banc parce qu'il est clairement au-dessus. C'est possible. Après, sur la pubalgie, attention, Marco, il est plus sur pubalgie. Marco, c'est autre chose, hein. C'est une autre problématique. Après, vu les transferts qu'on a fait, on pouvait pas se permettre de mettre 60 millions sur un latéral gauche. Ouais. Je pense que c'est une des raisons du choix Berchiche. Un petit Alexandro, ça aurait fait vraiment plaisir. C'était hors de prix. Ok, du coup Berchiche, point d'interrogation, on verra. Je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus. On enchaîne sur Dani Alves, si je me trompe pas, qui était la recrue suivante. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est la recrue parfaite. On se débarrasse, entre guillemets, d'Aurier. Il fallait mieux pour lui, comme pour le club. On a Meunier qui a montré qu'il avait le niveau pour être dans la rotation, voire plus. Et Alves apporte, non plus que sportivement, il a une expérience incroyable dans le groupe. Et en plus, il a aidé à amener Neymar, ou plutôt l'inverse, mais c'est un petit package assez sympathique. Et qui est déjà décisif, Alves. Déjà décisif, notamment en premier match contre Monaco. Il défend très bien. Il défend très bien, il participe au jeu avec les milieux, en rentrant dans l'intérieur. Il est très complet. Alors, moi, par rapport à ce que dit Basso, déjà, je trouve que c'est peut-être la meilleure recrue. Pourquoi? Parce qu'elle a coûté que dalle. Le rapport apport-prix est juste hallucinant, en fait. On a un mec qui est peut-être sur la fin de sa carrière, quoi, qu'on a trop vite tendance à juger les gens comme étant sur la fin de leur carrière. Donc là-dessus, je ne serais pas affirmatif. Physiquement, il tient la route. Mais voilà, c'est un mec qui apporte énormément, et au-delà d'apporter par son expérience, il apporte par son attitude, quoi. Il a un côté mort de faim sur un terrain. T'as l'impression que quand les joueurs auront tendance à se laisser aller, il n'hésitera pas à les recadrer. Après, dans le jeu, j'ai juste un tout petit bémol par rapport au début de la saison. C'est juste qu'il apporte énormément offensivement, mais ses centres n'ont pas été bons. Les centres, alors ici, il y en a un qui est bon. Enfin, moi, j'ai des il fait deux passes D, deux magnifiques. Mais voilà, mais c'est pas sur des centres aériens. Il a pas fait tant de centres. Il a eu un ratio de centres aériens. C'est un centre aérien quand Peut-être, mais il en a aussi raté pas mal. Ce qu'on pense, c'est qu'il en a aussi raté pas mal. C'est-à-dire que son ratio centre aérien réussi, centre aérien raté, est pas si positif. Après, les très bons latéraux, un pourcentage de centres aussi qui sont pas au-dessus des 30%, donc. Ouais, mais je suis d'accord, parce que moi, il y a rien qui me choque au niveau des centres de Alves. Ça fait longtemps, même si, je pense même que c'est les meilleurs centres qu'on a vus de l'époque RK pour un latéral. Maxwell s'entraîne mieux que le début de saison d'Alves. Peut-être. Oh. Je pense que ça se vaut, et encore, je pense qu'Alves a force. Ça me choque pas non plus. Mais c'est vrai qu'il en a raté quelques-uns assez faciles, oui. Notamment Toulouse. Il a eu quelques centres, si tu veux, qui étaient un petit peu mais bon, à l'image des centres d'Aurier. C'est pour trouver un petit bémol. Comparer les centres d'Aurier à ceux d'Alves, faut y aller quand même. Laisse-moi finir. Il en a eu quelques-uns qui étaient ratés. Mais après, encore une fois, voilà, c'est le bémol que j'apporterais par rapport à parfait dans son application, parfait dans le jeu, parfait dans tout, etc. C'est le petit bémol que j'apporterais. C'est le petit point sur lequel j'aimerais voir une petite progression, et je pense qu'elle va venir, parce que pour tout le reste, effectivement, il est toujours bien placé, il est toujours décisif dans ses gestes défensifs, il est toujours très utile devant, toujours disponible, il prend toujours les bonnes décisions. Et il y a juste sur les centres où je reste un peu sur ma fin encore. Si tu veux comparer à Aurier, Alves lève la tête, lui, au moins. Oui, mais il prend l'information. Si tu veux, voilà, ça fait quand même une grande différence. Voilà, mais si tu veux, c'est le seul bémol que j'apporterais. Sinon, pour tout le reste, c'est ce que je te disais. Pour moi, c'est peut-être la meilleure recrue qu'on ait eue pour le rapport, ce qu'il apporte versus son prix. Mais du coup, Dani Alves serait-il un top 3 monde?
C'est pas une question que je me pose, ça. Je laisse Ouais, poser ce genre de questions. Il est dans les très bons sans faire de top, oui. Ça, y a pas de doute. C'est la référence à son poste depuis des années avec Carvajal. Daniel Carvajal. Si tu dis Juanpi, tu dois dire Carvajal. Excuse-moi. Ok, bon bah du coup je pense que sur Daniel Alves on est tous plutôt harmonieux pour dire que c'est une très bonne recrue. Et je pense qu'on peut passer à la recrue phare. Le dossier là. Je pense qu'on peut passer à la recrue qui nous a tous empêchés de dormir. Moi personnellement j'ai dû prendre plusieurs somnifères, notamment après le Sequeda. Qui était difficile pour nous tous, je pense, mais on a finalement réussi à avoir cette recrue assez surprise, que c'est arrivé tout d'un coup comme ça. Mais je parle évidemment de Neymar, très grosse star du football qui a signé au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous pouvez me dire les gars là-dessus, s'il y a quelque chose à dire? Il n'y a pas grand-chose à dire, tout a été. C'est la recrue impossible, puis au-delà de ça, c'est le symbole, c'est-à-dire que tout à coup, un des mecs, voire le mec que le monde veut, vient en Ligue 1, quoi. Normalement, ces mecs-là, ils vont en Espagne prioritairement, en Angleterre de temps en temps, en Italie, ils y allaient beaucoup, ils recommencent à y aller, mais en Ligue 1, c'était jamais arrivé. La seule qu'on avait eue, c'était Ibrahimovic. C'est l'impact Ibra puissance. C'était Ibrahimovic, mais Ibrahimovic était vraiment, Ibrahimovic avait quoi? Il avait 32 ans quand il est parti. 30 je sais plus exactement, 32 peut-être. Mais Milan voulait s'en séparer. Il y avait des critiques qui accompagnaient Ibrahimovic déjà depuis longtemps sur son côté décisif dans les grands matchs. Là, tu prends Neymar, tu prends tu prends le top 3 et là, on peut parler de top 3. Et au-delà de ça, c'est quasiment Beckham, en fait. Au niveau de l'impact, c'est Zlatan plus Beckham, puissance au niveau de l'impact réseaux sociaux, c'est... T'as pas une petite formule mathématique, Jérémy, là-dessus? Je pense que, parce que sachant qu'Ibrahimovic c'est 0, tu ne peux pas multiplier par 0, ça ferait 0. Non, voilà. Je suis difficile avec Ibra, mais... Avec deux haters Ibrahimovic. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, c'est que dire qui n'a déjà été dit, et d'ailleurs on peut remarquer, et un truc qui était assez notable, je trouve, c'est que tout à coup, t'as pas mal de gens, notamment dans l'équipe 21, les Favard, etc., qui commençaient à kiffer notre mercato. C'est devenu plus discutable sur la suite, mais à ce moment-là, tout le monde nous défendait, en fait. Enfin, en France, en tout cas. Ouais, je sais. Ouais, c'est le truc je me rappelle, c'était quelque chose qu'on parlait souvent, c'était qu'on avait besoin au PSG d'un ailier, un mec assez rapide pouvant faire du jeu et qui marque beaucoup, parce qu'on avait jusque-là Lucas, Di Maria qui n'était pas aussi bon que ça. Et du coup, on ciblait tous Neymar comme la recrue impossible, mais qui était celle dont on avait besoin. Et tu retrouves même des interviews de Verratti où ils te disent, Verratti, si tu as le choix de ramener un seul mec au Paris Saint-Germain, qui c'est? Et il te répond Neymar. Et je pense qu'on était un peu tous dans ce cas-là à cibler Neymar comme le futur Ballon d'Or, peut-être, on verra. Mais c'était un peu la recrue parfaite pour Paris. Et maintenant qu'on l'a, c'est vrai que il a déjà montré dans les premiers matchs qu'il était quelqu'un qui pouvait mener le jeu et dépasser le rôle qu'il avait au FC Barcelone. Dans la relève des... Ouais, et sur le dernier match où les gens ont dit ouais, il est un petit peu moins bien, etc., il est impliqué sur les deux buts, contre Saint-Étienne, il est sur la passe sur le penalty, sur l'avant-dernière passe magnifique pour décaler Meunier. Alors qu'a priori, il est plutôt critiquable. Oui, il est à l'origine des deux buts. C'est un monstre, quoi. C'est juste un monstre. Ouais, je pense qu'on a fait une très bonne affaire. Et petite question entre nous, il y a que moi qui ai acheté le maillot Neymar? Pas de maillot du PSG cette année pour moi, trop moche. On respecte pas les couleurs du club. Moi, je vais acheter le maillot Neymar extérieur pour mon neveu de 6 ans. Le jaune? Ouais. Le jaune, il fait footix un peu quand même. Bah oui, mais c'est pour mon neveu de 6 ans. Tu peux faire les couleurs manche Qatar. Et à titre perso, ouais, j'ai tendance à préférer le jaune au bleu et violet, quoi. Sinon, il y a le maillot camouflage. Ah non, il est pas beau celui-là. Mais moi, je trouve que le maillot est pas si moche que ça. Je dis pas qu'il est moche, en fait. Je dis juste, tu vois, effectivement, la première fois que je l'ai vu sur Twitter, je me dis, quelle immondice. Mais quand tu le vois en vrai, ça va. Mais ça y est, on entérine le fait qu'il y a plus de rouge, quoi. C'est un rouge. C'est du rouge. Quand on regarde de très près. Oui, c'est du rouge délavé, c'est du vintage, les gars, c'est la mode, c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est une mode qui ressemble. Délavé, Qatar, c'est bizarre. Il y a peut-être une erreur de Nike.
machine à laver, ça fait cette couleur, je ne sais pas. Mais étrangement, ça ressemble à la couleur de... C'est particulier de nos amis qataris. Ah, vous êtes dur. En plus, je trouve qu'il va bien au teint. Je pense que C'est important le symbole du club, c'est important le maillot. Tu sais, quand tu es sur Twitter et que tu vois tous les mecs, par exemple, qui viennent Mbappé, tout le monde sait la petite pastille bleue et la petite pastille rouge. Ouais. On On bientôt mettra la pastille violette. On s'identifie à ces deux couleurs-là parce que c'est les couleurs du Paris Saint-Germain. Et dans le maillot domicile, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver, moi. J'ai vraiment du mal à m'y retrouver. Je juge pas sur l'esthétique, en fait. Après, à l'extérieur, c'est un coup marketing. En plus, on fait Alves Neymar derrière. Hommage Oui, aux Brésiliens. hein, Sur un maillot extérieur, tu peux à la limite. Et encore, moi, je préfère ne tenter que sur les troisièmes maillots. J'aurais préféré que le jaune soit le troisième maillot. Pas le shirt, ça aurait été parfait. ouais, ça m'a pas choqué. Comme on dit, il y a beaucoup de Chinois, par exemple, qui ne regardent pas forcément le foot, mais qui aiment Neymar et qui vont acheter le maillot pour ça. D'ailleurs, peut-être pour l'anecdote, j'étais dans un supermarché de République Tchèque, un assez grand supermarché, mais voilà, c'est pas des très bons supermarchés comparé à ce qu'on a en France. Et tu vois, il y avait un côté librairie. Et je suis allé curieux, je suis allé voir. Et t'avais 3 biographies de footballeurs. T'avais Messi, Ronaldo et Neymar. Neymar, il nous appelait quelque chose en tchèque, mais on comprenait assez bien et ça m'a fait assez plaisir de voir qu'on est maintenant dans ce stade-là, tu vois, un espèce de trident, Real Madrid, Barcelone et PSG en termes de notoriété. Ouais. Mais je pense, ouais. Après, il nous reste, ouais, on n'y est pas tout à fait quand même encore, mais on a un joueur qui peut nous permettre d'y aller, quoi. bah, le maillot, le troisième maillot là qui est sorti il est quoi, il y a 4-5 jours, il a été officialisé. Ouais, Il y a après Mbappé. Il y a stock Neymar sur plusieurs tailles de maillots, notamment je crois XL, M. Sur le troisième? Ouais, sur le troisième, la moitié des tailles ne sont plus disponibles et étaient déjà en rupture de stock au bout d'1 ou 2 jours. Putain, c'est intéressant ça, j'aurais imaginé qu'ils se l'arrachent tous pour Mbappé, tu vois. Que la folie Neymar est pas passée, mais que tous le gros des stocks étaient passés. La folie Neymar, elle va pas s'arrêter. Bah, elle est pas encore passée, non. S'il fait une grosse saison, ça va être encore pire l'année prochaine dans les temps de maillot. Et j'espère qu'il va... Est-ce que pour vous, c'est le joueur qui peut, à lui tout seul, pas à lui tout seul, mais est-ce que c'est le joueur qui vraiment nous manquait pour passer ce stade des quarts de Ligue des C'est avec Champions? certaines individualités, c'est que Neymar, on joue pour lui, mais en même temps, il joue pour les autres. C'est-à-dire qu'il ne va pas brider le collectif comme certains. On a dit qu'on n'en parlait pas aujourd'hui. Et là-dessus, je suis en plus pas du tout d'accord, mais on va pas en parler aujourd'hui, donc. Et puis c'est quelqu'un qui, oui, non, de toute façon, oui, il fait briller le collectif et le collectif brille ouais, autour de lui. J'ai beaucoup de mal avec ces réflexions, passer le cap d'écart. Pour moi, c'est un non-sens dans le sens où gagner la Ligue des Champions, c'est quelque chose qui se voit depuis un certain temps. C'est aussi beaucoup une affaire de chance, à avoir un bon tirage. Bien sûr, il suffit qu'on fasse. Et indépendamment de où est-ce qu'on s'arrête, ce qui doit être jugé et ce qui devrait être jugé, parce que c'est pas ce qui est jugé, c'est la qualité du parcours. C'est la qualité du parcours. Tu peux sortir sur des décisions arbitrales discutables. Tu peux sortir parce que tu tombes sur une équipe très bonne. J'espère que tu parles pas du 600 pour les décisions arbitrales. Et c'est du 50-50. On voit pas le doigt que je lève. Voilà. C'est du 50-50. C'est du 50-50. Et puis tu sors. Voilà. J'ai du mal avec cette réflexion des quarts de finale, des machins, des trucs. Imaginons on fasse 2 très bons matchs contre Munich, 2 nuls, on finit 2e à la différence de but de poule et on se tape le Real en 8e. Regarde le parcours de Monaco l'année dernière, par exemple. Ah oui, non, mais exactement. Mais ça, c'est pour comme je dis, ceux qui aiment les statistiques brutes, qui sont un peu bas du fond. La Juve perd il y a 2 ans après une double confrontation absolument magnifique contre Munich. Il y en a qui ont parlé de régression. Bah, ils étaient en finale l'année d'avant, ils sont en finale l'année d'après. Exactement. Non, mais c'est comme je disais, aller en demi en battant, je sais pas, Porto, Leicester et Séville, est-ce plus noble que de sortir en quart contre le Real en faisant un très beau match, 2 très beaux matchs. Donc voilà. Après, pour aller dans le sens de ta réflexion, c'est là où tout à coup, l'ensemble des sujets vont commencer à se mélanger les uns avec les autres. C'est-à-dire que pour aller dans ta réflexion, est-ce que c'est ce joueur qui va nous permettre de passer un cap en Ligue des Champions, si on oublie le côté quart de finale, etc. C'est là où on va se retrouver à parler, bah non, justement, en Ligue des Champions, un seul joueur ne peut pas suffire pour gagner. C'est vraiment une affaire de détail. Les défenseurs sont en chien comme jamais, les organisations sont en chien comme jamais. Et c'est là où il va falloir commencer à parler du mercato d'un point global. On va faire le petit point sur Mbappé. Oui. Mais le Mbappé, c'est impossible d'en parler sans parler du global. Non, ça se rejoint, mais c'est pour ça qu'on va emmener tranquillement la chose en parlant de Mbappé. Ouais. Et du coup, Neymar, c'est un peu comme Alves. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une excellente recrue.
qu'on est tous très contents. Même, enfin, je pense que c'est même le plus beau coup qu'on ait fait depuis l'arrivée des Qataris personnellement. Donc, on va arriver à nos premiers points de désaccord sur Mbappé, je sens, mon petit Jimmy. Et j'insiste sur un truc, c'est que tout à coup, avec Neymar, t'avais l'ensemble de la presse française qui était derrière nous. On sentait vraiment une cohésion nationale autour du bien fondé de ce transfert, ce qui est la première fois que ça se produit pour le Paris Saint-Germain, quoi. C'est vrai. C'est vrai, même les autres clubs qui nous supportaient, je pense à l'en avant Guingamp qui nous soutenait sur Twitter ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et des mecs de l'équipe, tu vois, enfin, rends-toi compte, c'est des mecs qui, tu sais, qui avaient titré en gros la remontada, etc. Ah ouais, je suis d'accord. Ok. Bon, bah, Neymar, excellente recrue. On a très hâte de le voir jouer. Et après la trêve. Du coup, il y a un autre joueur que moi j'ai très hâte de voir jouer avec nos couleurs, qui a marqué avec l'équipe de France il y a 2 jours, qui sera peut-être titulaire ce soir, je ne sais pas. Et non, c'est sur le banc en tout cas. Ok. Et ben, c'est Kylian Mbappé, joueur né à Bondy, très près de chez moi, qui rejoint le Paris Saint-Germain, qui a été officialisé le dernier jour du mercato. Pour un prix astronomique, on parle de 145 millions plus 35 de bonus, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Sous forme de prêt avec option d'achat, qui est quelque chose pour se mettre dans les clous du fair play financier. Par contre, apparemment, de ce qu'on a vu hier, c'est que ce serait comptabilisé dans les comptes de cette année. Ouais, c'est pas, finalement. Paris l'a fait passer dans les comptes de cette année. Finalement, ce serait a priori, hein, on va savoir la vérité, ce serait un transfert et pas. C'est quelqu'un de l'instance de l'UEFA qui a dit que Paris avait bien fait de le faire passer dans les comptes de cette année. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Pas trop. Puisque la condition du maintien était ridicule et ça aurait pu mal passer. Mais on n'est pas sûr. C'est ce qui se dit. Ouais. Et du coup, Kylian Mbappé, bon, je vous laisse commencer parce que je pense que ça va être le principal sujet de désaccord cette recrue pour du mercato. Mais qu'est-ce que vous en pensez un petit peu du recrutement de Kylian Mbappé? Prends Mbappé individuellement, t'as tout bon. Parce qu'ils sont quoi? À prendre la relève de Ronaldo Messi, ils sont quoi? 4-5, t'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Asensio, t'as Gabriel Jesus, Dybala. En gros, c'est les 5. Donc, tu prends, t'as tout bon. Après, t'as ce côté parisien, de naissance, supporter du club, qui font plaisir à certains. Moi, ça me laisse plutôt indifférent là-dessus. J'interviens juste par rapport à ça, l'excellente vidéo de Emery à la conférence des entraîneurs il y a 3 mois, où il disait qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux pas à l'étranger que de représenter son pays, que de représenter sa ville. Ça a compté, hein. D'après les informations de Paris United, ça a compté. Le fait qu'Emery soit allé à Bondy voir ses parents, puis Nasser, on l'a pas lâché. On a réussi à le faire au nez à la barbe de Florentino Pérez. On a dû perdre un ami dans la bataille avec Pérez. Et ça, c'est autre chose. Non, donc Mbappé, c'est bien. Individuellement, c'est parfait. Maintenant, est-ce que le risque est pas trop élevé par rapport aux conséquences qu'on peut avoir? Le fair play financier, on sait pas trop. On sait pas trop si ça va passer. Personne ne sait trop rien. Est-ce que ça passera? Est-ce qu'on risque pas de se faire sortir de la Ligue des Champions l'année prochaine? Moi, il y en a qui n'ont pas de doute en disant ils ont déjà fait l'erreur, ils se sont déjà fait prendre. Ouais, mais quand ils se reprennent, on pensait que ça passait aussi. À voir. Et il y a une autre chose qui pose la question, c'est qu'on fait Mbappé au détriment d'un milieu. Milieu, le point faible du PSG depuis 4 ans. On pourra en discuter. Mais dès qu'une équipe nous presse à peu près correctement, on n'arrivait pas à ressortir le ballon avec ces milieux-là, il y a trop de limites. Et on ne recrute encore pas de milieu. Parce qu'on n'a plus l'argent pour. Et 3e point, Emery avait demandé 3 priorités. Un arrière-gauche, un 4e défenseur central et un milieu. Donc il y a 2 de ces 3 priorités de recrutement qui ne sont pas là, dues au coût de Mbappé. Est-ce que c'était nécessaire de faire Neymar plus Mbappé? Moi je dis oui. Moi je dis un grand oui, parce que pour moi Mbappé c'était une affaire qui ne se passera pas 2 fois. Je pense que voir un joueur de ce niveau-là, aussi jeune, qui joue avec... on le disait qu'il avait pris un peu la grosse tête, mais tu le vois même dans le match contre l'équipe de France, ça va très vite. Il y a cette joie de jouer, cette envie. Et je pense qu'on prend tous beaucoup de plaisir à voir ce joueur jouer. Et je pense que on n'aurait pas pu l'avoir l'an prochain, ou je pense que le Real ou un autre club aurait pu nous le piquer. Ouais, mais si on les a et qu'on peut pas jouer la Ligue des Champions, bon là je suis peut-être un peu trop pessimiste. Mais j'ai une autre question, est-ce que tu as déjà vu une équipe qui a une super attaque et pas de bon milieu réussir à gagner les gros trophées? La Galactique, épisode 2. Quand ils prennent Owen, quand ils prennent Julio Batista, quand ils prennent tous les attaquants et que derrière, en milieu, ils prennent Rabiot et Woodgate en défense.
Il ne gagne rien. Barcelone l'année dernière, trio d'attaque de folie, milieu faible, on a vu. Marc de Basso de poser des questions et de répondre lui-même à la question en disant. Et là, j'ai répondu à ma question, à Jimmy de répondre. Est-ce que pour toi, on peut gagner un gros trophée avec seulement une attaque de folie? Moi, je pense que non. Mais est-ce que notre milieu est si dégueulasse que ça? Je pense que, bon, alors, c'est vrai que quand tu vois Verratti hier, c'est vrai que tu te dis que t'as pas envie de le voir comme ça se faire manger par Isco tout le temps. Est-ce que Rabiot va réussir à se mettre dans les clous pour bien jouer plus souvent? C'est ça les questions qu'on a. Je pense que les milieux, ils nous en font. Il est de plus en plus cohérent, Rabiot, et Verratti, c'est un cas particulier, il est vraiment perturbé. C'est surtout qu'on a plus 6. Mais juste pour revenir sur Mbappé, 2 secondes, moi, il y a eu un excellent papier qui a été dirigé sur le nouveau blog de Paris United. Justement, ils étaient en train de parler de Mbappé et les arguments qu'ils mettaient en avant, ils avaient un petit peu ce que tu disais, et ils allaient même plus loin. Ils disaient que peut-être qu'un Neymar, si jamais les résultats sont pas forcément là, pourrait être tenté pour un départ, voire un retour si jamais c'est Laporta qui revient à Barcelone, etc. Et que l'opportunité de recruter Mbappé, c'était une opportunité à côté de laquelle au fond tu ne pouvais pas passer. Maintenant, il y a quand même des choses qui interrogent, et il y a tous les arguments qu'a annoncé Basto, c'est-à-dire que c'est vraiment au détriment d'une cohérence globale du mercato, d'une cohérence de recrutement. Est-ce que en soi, alors si on met de côté le fait qu'il faut le signer de cette année, est-ce qu'en soi c'est une vraie plus-value par rapport à l'effectif, compte tenu du fait qu'on avait déjà fait Neymar, que là on va se retrouver avec un banc qui va être très compliqué à gérer, etc. Et il y a aussi un aspect, c'est-à-dire que par exemple alors après tout dépend des organisations qui vont être adaptées, mais on se retrouve, c'est tout con, mais avec pléthore d'offensifs qui ont tous pour côté préférentiel le côté gauche, quoi. Et c'est tout con, mais ça risque d'inclure des déséquilibres au niveau de nos attaques, et même si c'est du 55%, 45% qu'on attaque plus à gauche qu'à droite, enfin, tu vois, quitte à recruter un offensif de plus, j'aurais vraiment préféré un mec qui est plus capable de jouer à droite, plutôt qu'un mec qui sait jouer à droite, mais qui a priori plus les qualités pour jouer à gauche. Et c'est cet ensemble de choses, en fait, c'est la cohérence globale qui pose problème. C'est pas le joueur il est exceptionnel, il est très prometteur, quoique un mec qui a 6 mois d'expérience payé 180 millions, ça fait un petit peu beaucoup, mais le joueur est très prometteur. C'est plus la cohérence dans l'ensemble du mercato qui pose question, quoi. Et moi j'ai peur qu'après avoir fait Neymar, tu fais Mbappé, qu'on le prenne pour une provocation contre les instances, et que ce soit plus pour l'image du Qatar à travers le club que vraiment sportif. Mais du coup, si je dois vous poser une question à tous les deux, moi, vous savez très bien que Mbappé, j'aime beaucoup cette recrue. Je pense qu'avant qu'on parle de Neymar, je pense que c'était un peu la recrue qu'on voulait tous. Neymar ou Mbappé. Après, le problème, c'est Neymar. Là, on est d'accord. Sur le fait de vouloir le joueur, c'est pas du tout ça qu'on remet en cause, en fait. D'accord. Alors, ma question, c'est, imaginez que vous êtes Antero Henrique, que vous avez la possibilité de signer Mbappé, et que vous venez de signer Neymar. Déjà, pour vous, vous ne signez pas Kylian Mbappé. Alors, là, pour moi... J'ai pas les comptes du club devant mon nez. moi, j'ai envie de faire référence à ce qu'avait dit Leonardo à propos du mercato. Et là, pour moi, on tape sur le mercato en global, et même le mercato au-delà de Paris Saint-Germain. Leonardo a dit 2 choses connues. La première, c'est le mercato, il est folle. Et la deuxième, c'est le mercato, c'est une question d'opportunité. C'est-à-dire, la question que tu dois te poser, c'est, je sais pas, tu dois faire un mercato, est-ce qu'il faut que tu obéisses aux opportunités, ou est-ce qu'il faut que tu recherches la cohérence à tout prix? Je crois qu'il y a pas de bonne réponse, quoi. Et je crois que le choix d'Enrique est complètement justifiable, et semble être d'ailleurs dans la lignée de ce qu'aurait pu faire un Leonardo, qui lui aussi, s'il y avait une opportunité, il répondait à cette opportunité. Et c'est juste, ok, on sacrifie sur l'autel de la cohérence l'opportunité, parce que Mbappé, ça reste une opportunité. Après, il y a un truc qui me gêne, c'est le dernier jour du mercato, on tente 4 milieux. Donc on se retrouve dans l'urgence de faire ce milieu. Est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper, malgré tout ce dossier avant, notamment au départ mettre 40 millions sur Syrie, on arrive, on lui met le dernier jour. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le boucler avant? Je sais que toi tu l'aimes pas trop, Jimmy, le joueur. Ouais, au-delà du joueur.
Tu vois, indépendamment de se mettre d'accord sur le on joueur. a l'impression qu'on était en un... mode dans l'urgence. Après, il y a le petit Wendell. Parce que tu vois, il y a des questions. Tu vois, par exemple, là, t'as tellement d'offensifs qui sont sur le banc. Enfin, paye ton banc à gérer si jamais tu continues à jouer en 4-3-3. On va en parler dans le point de comment jouer avec Mbappé. Pardon, c'est à venir. Mais, je veux dire, c'est, poser avec 4 offensifs. Voilà, il y a des, ou alors ça se passera mal. Ça implique des choses, quoi. Ça implique des choses. On n'a pas fabriqué le banc le plus simple à gérer. Et on n'a pas donné à l'entraîneur le plus d'options pour cette saison. Peut-être que pour le futur c'est formidable, mais pour cette saison c'est peut-être pas le plus souhaitable. Peut-être, mais je pense que vous parlez justement d'opportunité. Est-ce qu'on avait cette opportunité de signer un très bon 6 cette année? Moi, vous me parlez de Seri, vous me parlez de Danilo Pereira. Est-ce que c'était vraiment des opportunités à saisir ou ça aurait pu être encore des erreurs de casting comme on empile depuis 3 ans à ce poste. Fabinho voulait venir, après Thierry n'était pas convaincu. Ne serait-ce que Paredes, qui était très bon à la Roma, qui part pour 15 millions au Zénith, tu le prends à 15 millions, tu prends pas de risque, c'est une doublure de Mota. T'as des Américains qui restent un an de contrat. Alors oui, Liverpool l'aurait pas fait partir, mais va savoir si tu commences à faire du forcing, est-ce que Emre Can ne partirait pas? Après, moi, j'ai pas forcément les connaissances pour être capable de citer des milieux, mais des milieux, il y en a plein, quoi. Par contre, pour parler du milieu, il y en a qui vont reprocher d'avoir vendu Matuidi et ou Crico, alors qu'on ne recrute pas le milieu. Pour moi, je préférerais quand même que les deux partent, puisque ça va forcer Unai à trouver des solutions plus positives. Ça, je suis d'accord. Peut-être Draxler milieu, Pastore, Lo Celso, même Nkunku. Bah oui, c'est ça. Moi, je pense que les milieux, on les a. C'est juste qu'il faut changer quelque chose. Le problème, c'est si on veut jouer à 3 milieux, on n'a que Mota en 6. Rabiot n'aime pas jouer à ce poste et n'est pas performant, et Mota... Et Verratti, il a déjà joué 6. Ouais, c'est un peu bricolé si tu te retrouves en Ligue des Champions. 6 sous Zeman. Sous Zeman, c'était le 6 de l'équipe. Zeman. Après, Zeman, oui, pardon. Zeman, c'est un cas particulier quand même. Mais il jouait pas 10. Non, il jouait 6. Non, il a joué 10 puis 6. Je crois qu'il jouait 6, ouais. Aussi. Pardon. Mais Zeman, c'est le. Mais après, tu vois, par exemple, mais bon, là, on commence vraiment à déborder avec l'autre, parce qu'on commence à parler des milieux, mais 4-2-3-1, Emery semble ne pas croire dans la paire Verratti-Rabiot. S'il croit pas dans la paire Verratti-Rabiot, t'as pas de 4-2-3-1. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas y croire. Hein. Tu peux le voir en Ligue 1, au moins. Notamment, il l'avait utilisé, cette paire contre Lyon l'année dernière, où il met Verratti-Rabiot et il met une ligne Draxler, Pastore, Di Maria et Cavani devant. On gagne 2-1, c'est un match où il y a eu du déséquilibre, parce que de toute façon, dans un milieu à 2, tu induis plus de déséquilibre. Mais en Ligue 1, quand tu vas jouer des bus, faut peut-être le rechercher, ce déséquilibre. Mais en Ligue des Champions, j'y crois pas. La question, voilà, peut-être qu'en Ligue 1, Paris n'est plus une équipe qui est calibrée pour la Ligue 1, clairement. C'est une équique qui est calibrée pour Monaco. Oui, bien sûr. Non, mais ça veut pas dire que la Ligue 1 est facile à gagner, etc., etc. Mais en soi, Paris est construit, les choix sont faits par rapport à des performances en Ligue des Champions. Et la question, c'est trouver un milieu qui sera performant en Ligue des Champions, par rapport à un milieu à 2 qui serait performant en Ligue des Champions. J'ai bien du mal à le voir avec notre effectif, en fait. Mais dans un milieu à 3, un mec comme Seri ou Paredes permettait au moins de sortir proprement sous pressing adverse. Je pense que Danilo Pereira ou qu'on a fait dernièrement avec Rico sans la recrue qu'on voulait tous, je pense que c'était Fabinho et c'était le plus logique. Je pense que même le sélectionneur du Brésil. Moi aussi, j'étais plus pour Seri. Mais j'ai rien contre Fabinho, hein, mais j'étais plus pour Seri. Ah, vous êtes fou. Bah, j'aurais eu peur qu'en fait on ait un milieu à 3 avec Fabinho en 6 puis Rabiot. Déjà Fabinho n'a jamais joué en 6, joué dans un milieu à 2, et un milieu à 3 avec Fabinho plus Rabiot, ça m'aurait fait peur dans la capacité justement à créer et repartir vite sous pression. Alors qu'avec un profil comme Seri, t'avais plus de verticalité, tu pouvais ressortir plus vite le ballon plus proprement. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Seri alors? Du coup, pourquoi est-ce qu'on n'a pas signé Seri? Parce qu'il y a des doutes au sein du club et que tout le monde n'était pas d'accord pour le faire. Au début, il était question qu'on le fasse, et je crois que quand Enrique est arrivé, il a dit non, on peut trouver mieux. Il y a eu des aléas, etc. Seri, on en parle depuis limite fin juin, je crois. Puis on a abandonné le dossier avec Neymar, Mbappé, puis derrière on revient, on n'avait toujours pas de milieu, on a tout tenté sur le dernier jour. Mais on en parle facile depuis 2 mois, quoi, de Seri. Mais Seri qui ne se fait pas. On a abandonné, on s'est remis dessus, on a réabandonné, on s'est remis dessus, il y a eu beaucoup d'alternances. Seri qui ne se fait pas grâce à ton joueur préféré, Jimmy Ben Arfa. Qui a refusé le deal encore une fois. Très bien conseillé, cela. C'était quoi cette histoire de Ben Arfa qui a fait capoter le deal avec Seri?
Apparemment, il y avait un accord série PSG Nice C'est conseillé pour en fait. 25 millions plus 20 après l'année d'après, un prépayant de 20 millions plus 25 à donner l'année d'après, plus Ben Arfa dans le deal. Apparemment, tout était ficelé. Ben Arfa était plutôt d'accord au début et il y a un de ses conseillers qui lui a dit non. Après c'est apparemment, et c'est pas Ben Arfa qui aurait refusé, c'est un de ses conseillers, c'est que des rumeurs, hein, tout ça, mais c'est un de ses conseillers qui aurait dit non, t'acceptes pas, tu récupères les thunes de Paris. Et derrière, on a eu le fameux Mekwedo. De toute façon, Ben Arfa a fait beaucoup plus de mal au club que de bien. Il n'a pas fait de bien, tout simplement. Il a fait que du mal au club avec ses vidéos et cette dernière histoire que j'entends. Je suis très triste de pas l'avoir vu partir. Je pense que même si on pouvait l'envoyer en Macédoine, je sais pas où il aurait fallu le faire. Déjà, on s'est débarrassé d'Aurier et Augustin. Ouais, Augustin, oui, on a vu là, viré de l'équipe de France Espoir. oui, j'ai entendu cette histoire. Des doutes. Augustin, on a beaucoup parlé d'espoir parisien. L'année dernière, il y a eu des problèmes comportementaux, c'est pour ça qu'Unai ne l'utilisait pas. Ça n'a pas été assez dit. Il était nul, hein, aussi. Non, il est plutôt intéressant dans le jeu. Il avait fait un bon match contre Nantes, notamment. Il a fait un très bon match avec Leipzig le week-end dernier, où il a été élu homme du match, je crois, dans la presse allemande. Moi, je n'ai pas vu le match, mais il a 2 passes décisives, je crois. Ouais, mais moi, j'ai jamais vu un attaquant devant des cages vides cadrer aussi peu. Mais c'est plus un problème de professionnalisme, de toute façon, qui lui posait problème. Oui, je pense qu'il va pas manquer à grand monde au sein du PSG, de toute façon. De toute façon, avec l'attaque qu'on a, Augustin, voilà. Mais du coup, pour parler, je pense que du coup Mbappé, on va avoir nos désaccords. Mais je pense que c'est pas vraiment un désaccord qu'on a, puisqu'on adore tous ce gamin. C'est juste le oui, mais on n'a pas de milieu. Et je pense que si on regarde le mercato en globalité, on a quand même couvert pas mal des besoins qu'on avait. Et quand on parle mercato, il y a aussi le sens des départs et on a plutôt bien géré les départs, même si on aurait pu aussi pu vendre Lucas ou Ben Arfa en plus, mais globalement les joueurs qui coûtaient cher pour ne pas jouer ou qui nous posaient problème dans le jeu ont été vendus. Exactement. Mais je pense que sur ce mercato, pour moi, c'est pour ça que je donne la note de 10, qu'il est excellent. On a enfin un directeur sportif. Je pense que même on peut parler avec Neymar d'Antero Henrique, qui est la recrue de ce mercato. Et je pense que le problème... Attendons de voir pour le FPF par rapport à ça. Si le FPF passe sans souci, oui, on pourra le dire. C'est juste qu'il aura fait le choix de l'opportunité plus que de la cohérence. C'est aussi Nasser, je pense. Mais est-ce que c'est vraiment Henrique ou c'est Nasser qui va les prendre? On verra. Mais je pense qu'il faut pas oublier que ce poste de 6, on a recruté pendant 3 ans, on a recruté Cabaye. On a ensuite recruté Stambouli, on a ensuite recruté Krikoviak, qui n'est pas une recrue qui a été demandée par Emery, contrairement à ce que beaucoup disaient. Même le premier jour où Krikoviak est arrivé, je me rappelle d'Emery qui disait ce n'est pas moi qui ai amené Krikoviak dans mes valises. Ça m'avait un peu choqué à cette époque parce que c'était un peu comme si se tournait le dos aux joueurs, et c'était assez prémonitoire quand on regarde maintenant ce qui s'est passé. On a vu aussi Beckham en pré-retrait. Ouais, mais ça, c'était une bonne chose. Oui, mais nos 4 derniers milieux achetés, Beckham, Cabaye, Stambouli, Beckham, c'est 4 ans. Je pense que c'est ça, surtout le problème qu'on a à ce milieu, c'est plutôt un problème qu'on a eu avec Létang et Blanc, qui se sont amusés à caler tous leurs copains de pétanque. À l'époque, on préfère Cabaye à Rakitic pour le même prix. Voilà, exactement. Et on met Cabaye en 6 en plus encore. Alors que Cabaye est incapable de jouer 6. Cabaye est un adjoint pour 2 créateurs, tu mets 6 avec Mathieu Diorado devant, c'est un peu plus compliqué pour lui. Stambouli, quelle était l'utilité de Stambouli? Bouche-trou, mais il joue à l'arrivée à 25 matchs titulaires en Ligue 1, je crois, cette année-là. Il a jamais autant joué depuis 4 ans. Et on s'en rappelle, c'était magnifique. C'était magnifique. On regardait tous Stambouli jouer l'arme à l'œil. À chaque fois, il sortait quand il y avait le nul, Mota rentrait, et on gagnait 4. Surtout ce qui était insupportable avec Stambouli, c'était son président, il se planquait. Il était introuvable pour les autres, il n'était jamais disponible et il se planquait, quoi. Tu sentais qu'il avait peur de recevoir la balle. C'est comme nous tous quand on se sent faible. Enfin, moi, personnellement, vu que je suis pas très bon au foot, quand je me retrouve avec des mecs beaucoup plus forts, je fuis la balle et je me cache. Stambouli, c'était un peu ça. Mais bon, on peut commencer à arrêter de parler des joueurs. On va peut-être faire le point 2 du podcast. Voilà, qu'on arrête, et puis d'une manière générale, qu'on arrête de parler que des joueurs qu'on n'aime pas, parce que ça doit faire. C'est le point faible depuis 4 ans. Ouais, mais on peut en parler de manière positive. C'était partie du mercato réussi. Les départs ont été bien gérés. Ouais, exactement. Très très gros travail d'Antero Henrique. J'ai très hâte de voir. Et puis de toute façon, il reste encore un mercato en hiver. Je pense que ça devrait passer le milieu qu'on a pour finir premier en Ligue 1. Ça c'est l'aspect dont on a oublié de parler. Il y a Wendell qui arrive. Par rapport à Mbappé.
C'est est-ce que la venue tu sais, je sais pas, vous avez tous entendu cette déclaration de Nasser qui disait que de toute façon, on avait encore le mercato d'hiver et le mois de juin pour se mettre dans les clous par rapport au fair play financier. Est-ce que ça va pas avoir un impact? La venue de Mbappé va pas avoir un impact? On va se retrouver à vendre, par exemple, en Draxler, ce qui serait un non-sens absolu. Mais ouais, mais est-ce que ce serait pas un Draxler ou etc. Est-ce que ça va pas avoir des impacts très tiltants? On a failli vendre Di Maria le dernier jour du mercato. A priori, c'est plutôt lui le premier sur la liste. Sauf qu'encore une fois, c'est le seul mec qu'on a qui est préférentiel droit. Et encore sa meilleure saison, il a fait un rouge. Ouais, exactement. Ok. Bon, on passe au point 2. Ouais, on va clôturer du coup sur ce mercato, le bilan. Maintenant, du coup, on sait qu'on a une attaque Neymar, Cavani, Mbappé. On fera nos matchs comme ça, je pense, ou en tout cas avec ce trident offensif. Est-ce qu'on peut parler, les amis? Je sais que je m'avance, je sais que je me chauffe beaucoup, mais est-ce qu'on peut parler de l'une, voire la meilleure attaque d'Europe? Si les joueurs arrivent à s'entendre, et c'est des joueurs qui savent s'entendre a priori, il y a moyen qu'on soit pas très loin, voire au même niveau que les plus grands, quoi. Si on isole la ligne d'attaque et qu'on prend que ces trois éléments, parce qu'il y a aussi d'autres éléments, hein. Il y a Draxler, comme Pastore, d'autres éléments, quoi. Il faut pas les oublier. Mais si on s'arrête juste sur ces trois éléments-là, si les joueurs arrivent à s'entendre, oui, c'est potentiellement monstrueux. C'est potentiellement monstrueux. T'as raison de parler de Draxler et tout, parce qu'une attaque, c'est pas que le triangle, c'est aussi le banc, la rotation. Ouais, Barcelone n'a que 3 attaquants, par exemple, derrière, c'est Alcacer, Deulofeu. C'est pas mauvais, d'ailleurs. C'est pas la question, là. La question, c'est vraiment si on regarde ces 3 noms, et qu'on compare avec non, il demande si le PSG a la meilleure attaque du monde. Oui, mais c'est 3 noms. C'est plus la meilleure ligne d'attaque plutôt que la meilleure attaque. Attaque, pour moi, c'est pas une ligne. C'est il faut tout prendre en compte. Alors, précise la question, Jimmy, parce qu'on est Jimmy, c'était quoi ta question? C'est ce trio ou l'attaque en général de Paris? Pour moi, c'est vraiment le trio, mais on peut élargir à l'attaque. Moi, je vais plus loin oui, mais c'est la question, c'est la ligne d'attaque. C'est-à-dire que tu oublies la construction qui est derrière et tu juges la ligne d'attaque par rapport aux autres. Si on parle que de ligne d'attaque, il y a Barcelone qui a quand même Suarez, Messi et Dembélé. Il y a le Real qui a Ronaldo, Benzema, Bale, voire Isco, Asensio. Ça, c'est peut-être. Et qui a une complémentarité qui a prouvé. Et il y a City qui a énormément de joueurs. Sterling, Gabriel Jesus, Agüero. Leroy Sané, Bernardo Silva, David Silva. C'est monstrueux, City, en termes de possibilités aussi offensives. Ouais. Il y a Munich, mais ils sont vieillissants, les Ribéry Robben, mais toujours aussi efficaces. Et je pense il y a un top 5 qui se dégage, ouais, je pense, en ligne d'attaque, Real, Barcelone, Paris, City. Si les joueurs savent se trouver, on fait partie du top 5, voire on est au même niveau que le meilleur du top 5. Et si on parle d'attaque globale, on est au-dessus de Barcelone avec ce banc qu'on a. Mais ouais. Le truc qu'on peut remarquer aussi, c'est que toutes les attaques que vous avez citées, de toute façon, on va citer l'attaque du Real Madrid qui est Ronaldo, Benzema et Bale, et l'attaque de Barcelone. Bale, il perd sa place, par Isco ou Asensio. Bale, il est limite sur le banc et limite 3e choix. Ouais, et puis Asensio fait un très très grand début de saison, donc il pourrait peut-être prendre... La vingtaine 21, 22 Quel pas de gauche. Ouais. Des beaux tirs. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que cette attaque, on parle d'attaque, mais notre attaque, la nôtre, est peut-être la plus jeune. Et quand on parle de l'attaque du Real Madrid, Ronaldo va bientôt laisser la place. Barcelone, Suarez, Messi aussi. Avec Dembélé, on ne sait pas s'il va vraiment surperformer au Barcelone. Donc, moi, je pense qu'on a une vraie attaque pour le futur. Et qu'on peut combler, par exemple, si quand Cavani part à la retraite ou s'il quitte le club, on peut passer Mbappé en 9 et mettre Draxler sur l'aile ou quelque chose comme ça. Donc je pense que vraiment pour notre attaque, même le faire avec Cavani qui est là, c'est pas interdit non plus. Oui, bien sûr. Oui. Mais on peut même parler d'entrée. Donc Cavani est-il si indispensable maintenant? Il le sera pour Unai qui adore ce film. Cavani a montré des choses très positives avec Neymar. Il a montré des participations dans le jeu qu'on lui connaissait pas. C'était vrai contre c'était beaucoup moins vrai contre Toulouse et Saint-Etienne. Contre Toulouse, ils ne se font que 5 passes. Peut-être. Contre Guingamp, ils en échangent une trentaine. Mais en tout cas, Cavani a montré des nouvelles choses cette saison avec la venue de Neymar. Oui, de toute façon, il a une confiance maintenant qu'il est à son poste. Et ça reste, il sort sur sa saison. Ça reste un mec qui a une capacité à se placer que
peu de joueurs ont dans le monde à l'heure J'ai actuelle. défendu Cavani becs et ongles depuis des années. Je pose juste la question, est-il aussi indispensable maintenant avec les possibilités qu'on peut? Est-ce qu'on peut pas avoir un Draxler, Neymar, Mbappé? C'est une question intéressante, et surtout quand on connaît le gâchis entre guillemets de Cavani. Mais je pense que voilà, qu'on était tous les trois à défendre Cavani quand il jouait ailier et que Zlatan avait sa place en neuf. On voulait tous laisser sa chance à Cavani pour qu'il joue neuf au PSG. Je pense qu'il nous l'a très très bien rendu l'année dernière. Il a pris sa chance sans problème. Donc je pense qu'il faut encore faire confiance à Cavani, et du coup ça nous amène un peu au troisième point. On a beaucoup d'offensifs au PSG, on a beaucoup de joueurs, très bons joueurs. Di Maria, Draxler, Cavani, Mbappé, Neymar, Lucas, Pastore, oui, Lo Celso. Moi, c'est la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, quand on a une telle armada, un arsenal aussi étoffé, comment faire pour jouer ce Paris Saint-Germain avec tous ces offensifs? Je pense une chose, c'est que d'une manière ou d'une autre, Emery va devoir passer à 4 off. Après, peut-être qu'il va réussir sur ce point-là, me donner tort, mais je pense que le banc va devenir ingérable s'il passe pas à 4 offensifs sur le terrain, quoi. Après, Lo Celso, moi, je le mets pas vraiment pas dans les offensifs, je le mets vraiment plus en 8. Mais bon, c'est un détail. Moi, j'aimerais beaucoup, pas forcément passer en 4-2-3-1 parce que je suis pas sûr qu'on ait les joueurs pour, notamment nos ailiers qui seraient Mbappé et Neymar, qui sont plus des attaquants intérieurs. Ouais, et on aurait que deux milieux, du coup on couvre mal les ailes, on couvre mal la largeur du terrain, donc ça peut être dangereux. 4-3-2-1 comme on joue depuis le début de l'année, 4-3-2-1 avec Draxler à la place de Rabiot dans la ligne de 8. Ça j'aimerais beaucoup voir Draxler comme à la Coupe des Confédérations en sélection, occuper ce poste de relayeur gauche, qui peut se projeter sur l'aile. Ou Rabier, bien sûr. Draxler, il joue aussi bas pendant la Coupe de... Draxler, c'est une curiosité que j'aimerais bien voir à Paris. Draxler joue aussi bas pendant la Coupe des Confédérations. Il me semblait qu'il était ailier. Il jouait 8. Il jouait relayeur gauche. Et il a été élu Ballon d'Or de cette coupe. Meilleur joueur de la compétition. Et il était surtout très bien placé, toujours entre les lignes pour intercepter les ballons. Il n'avait pas besoin de courir comme un chien fou ou de tacler pour être bon défensivement. Juste participer au pressing, bien se placer, bien anticiper, ça suffit. Si derrière t'as Verratti, par exemple, ou Mota ou Rabiot. Je pense que c'est un peu le truc qui nous a tous fait un peu peur à la fin de Mercato, c'est de se séparer de Draxler, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu de mal à voir où le placer. Moi j'imaginais quelque chose, un peu un 4-2-3 avec Cavani devant, les trois derrière avec Draxler à gauche, Neymar en 10 et Mbappé à droite, puis derrière Rabiot et Verratti. D'après les infos de RMC, Unai penserait à ce que tu dis, mais plus Draxler à droite et Mbappé à gauche. Pourquoi pas, ça change pas le truc, mais c'est vrai que beaucoup de gens me faisaient rire en me disant que quand j'avais posté cette composition sur plusieurs... Le problème c'est qu'ils voulaient ça avec Fabinho. Le problème c'est les deux du milieu. Qui en deux du milieu, c'est ça. Le problème quand tu fais ça, voilà, c'est quel couple tu vas utiliser au milieu pour accompagner ces quatre-là. Parce que là, clairement, tu passes sur une ligne à 2 et sur une ligne à 2 en Ligue des Champions, enfin, comme Basso le disait tout à l'heure, effectivement, on a essayé notamment contre Lyon et c'était sympa, mais par contre ça passait comme dans du beurre, quoi. Et si ça passe comme dans du beurre et qu'en face t'as le Real Madrid ou je ne sais pas quelle équipe, faut commencer. Tu vois, ça va passer comme dans du beurre et puis ça va te laisser des traces, quoi. Ça aurait dû bien. Et dans un cas donc le problème il est là en fait. Le problème c'est est-ce qu'on a les arguments pour le faire. Et pareil, tu sais, on parle depuis tout à l'heure le 4-3-3, mais dans ce 4-3-3, qui est le 6 ? C'est Mota. C'est moyen enthousiasmant, Mota. Bon bah alors t'essayes Rabiot. Ah non, t'as déjà essayé l'année dernière. Il n'était pas très bon dans ce poste-là. Il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match là-dedans, mais voilà. Ouais, mais si tu mets Pastore en 6, t'es obligé d'avoir 2 8 qui seront capables de penser, quoi. C'est pas archi simple. Ouais, et puis là t'as un décès qui se passe. Enfin, t'as que 3 décès, donc est-ce que tu peux faire monter un décès? Je pense pas. C'est pas archi simple. On a des limites dans le 6 pour le milieu à 3 et en même temps on n'a pas forcément la bonne doublette pour le milieu à 2, donc c'est compliqué. Voilà, tu vois, il y a parce que à limite Verratti, et ça c'est Max 17 qui aimerait beaucoup voir Verratti essayer en 6, mais est-ce qu'il aurait la discipline? Est-ce qu'il a le physique?
Mais ouais, puis Verratti, si tu veux, il a vachement tendance à se projeter vers les joueurs, alors qu'un 6, le but d'un 6 dans un milieu à 3, c'est certainement pas de se projeter dans les joueurs, c'est de se mettre là où il y a un trou pour compenser les montées des 8. Et Verratti, il a vraiment la tendance à se projeter. Donc est-ce qu'il créerait pas des trous par son jeu? Enfin, j'ai vraiment du mal à voir qui peut jouer 6 dans un 4-3-3. Et j'ai vraiment du mal à nous voir jouer en 4-2-3-1. Et le 4-2-3-1 limite aussi la liberté que peut avoir Neymar et Mbappé, qui seraient obligés de faire des gros efforts pour boucler sur les ailes. Alors c'est là où on avait un point de désaccord nous, mais voilà, le milieu, je suis pas rassuré cette saison. Je parle pas en Ligue 1 contre des équipes qui jouent le bus. Et encore une fois, je manque absolument pas de respect en Ligue 1. Et la Ligue 1 nous l'a rappelé parfaitement l'année dernière parce qu'on ne l'a pas gagné et que Monaco est montrer que quels que soient les changements qu'ils sont en train d'opérer, ils continuent de jouer de la même manière et ils vont pas nous laisser une minute de répit. Donc c'est pas du tout un manque de respect pour la Ligue 1, mais Paris est construit pour la Ligue des Champions et à l'aune de la Ligue des Champions, quand on juge ce milieu, il y a des questions et malheureusement je ne vois pas de réponse genre évidente. Alors on va compter sur Emery pour les trouver. Pourquoi pas la surprise Calegari? Alors Calegari, oui, mais c'est pareil, on passe à Calegari et à ce moment-là, ça devient très difficile de mettre un Pastore ou un Draxler parce que t'as quand même besoin de mecs qui vont avoir quand même besoin de plus d'assises défensives parce qu'un Calegari, c'est super léger, c'est super fragile, c'est très bien pour la distribution, mais sur l'impact offensif, etc., il a besoin d'être protégé par des mecs devant qui ont pas peur d'aller au turbin, quoi. C'est un peu un Verratti bis, Calegari. Non, plus un Mota. Voilà, plus un Mota, vraiment. Il dicte le tempo, il change le rythme. Et il est très le premier relanceur. Il est très très bon dès qu'il a la balle. Après, le problème, c'est quand il a pas la balle, quoi. Par rapport à Calegari, c'est vrai que moi ce que je me rappelle c'était les matchs amicaux de l'année dernière où il nous avait tous impressionnés par une qualité de passe phénoménale. De ce que j'ai entendu, j'avoue ne pas regarder les matchs de la réserve, mais de ce que j'ai entendu, il n'était pas aussi bon quand il jouait en CFA. Ouais, mais il va jouer en CFA dans le contexte de la CFA avec des joueurs. C'est comme Georgen, il a pas fait une énorme année apparemment en CFA, mais c'est trop pour eux. C'est pas un joueur qui est fait pour quand c'est physique en face, quand ça bourrine en face. C'est un joueur qui a besoin d'être un peu protégé. Tu vois, moi, si je devais faire une allégorie, en bien inférieur, bien sûr, puis tu feras pas les coups francs de la même manière, mais si tu me mets en 6, c'est un petit peu comme Pirlo. Faut que t'aies des mecs qui le protègent autour. Et si un joueur comme ça n'a pas les mecs qui le protègent autour, bah, tout à coup, tu le vois plus parce qu'il est pas protégé, quoi. Et donc tu veux protéger Calegari par Verratti et Rabiot. Rabiot, voilà. Mais du coup, tu te retrouves avec Pastore et Draxler sur le banc. Enfin, c'est un vrai sac de nœuds. Bon courage à Unai. C'est un vrai sac de nœuds, quoi. C'est un vrai sac de nœuds. Alors après, moi, à la base, je croyais beaucoup à la paire Rabiot-Verratti alignée ensemble. Mais effectivement, quand Unai les aligne, on constate beaucoup de déséquilibres. On voit pas ces déséquilibres en train de se résoudre et Unai semble avoir du mal à y croire. Je suis pas sûr que Verratti soit fait pour un double pivot. Pourquoi? En sélection, il joue comme ça, il est dépassé. Totalement dépassé encore hier. Il est très rarement bon en sélection. Il est très critiqué en Italie. Hier, en Italie, ils ont dit que le match était un peu Verratti contre Isco, la différence entre un mec qui se repose sur son talent et un mec qui a travaillé. Oui, ça oui. Mais il y a eu des matchs en Italie où il a été plébiscité, pardon. Son talent, ça remonte à la Coupe du Monde 2014. Ah non, il y en a eu après. J'ai pas une assez bonne mémoire pour ça. Il absent la moitié du temps sur blessure déjà. Mais non, il a eu des matchs après sa débâgie qui ont été excellents avec l'Italie où tu voyais les gens en Italie dire pourquoi on le titulaire. Il a plus été en boîte que bon en sélection. Ah, ça y est. Arrêtons de cracher. Je ne crache pas. Il faut aussi parler d'hygiène de Verratti. Moi, je pense que c'est le joueur préféré de Jimmy. Non, mais il a une hygiène de vie qui est très bonne. Je veux dire. J'ai un ami justement pour l'anecdote qui est à Ibiza cette semaine et il a vu Raphaël Varane qui est blessé et qui n'a pas pu jouer avec l'équipe de France. Donc je pense que si tous ces joueurs blessés vont à Ibiza, c'est que le centre médical doit être exceptionnel. On l'a vu avec Pastore qui allait beaucoup ces 2 dernières années et qui a été très bien remis sur pied. Et ben voilà. Verratti, honnêtement, il y a beaucoup de rumeurs. Beaucoup de rumeurs et il y a eu pas mal de rumeurs qui étaient moi j'ai un pote qui l'a vu en boîte, etc. Et on a appris 3 jours après que non, mais qu'effectivement il était rentré à minuit ou à 11h, je sais même plus, etc. Il y a beaucoup de rumeurs qui l'accompagnent. Oui, et va savoir, est-ce qu'il fume en vacances ou est-ce qu'il fume toute l'année? Pareil. Il fume au camp des loges, il me semble, je suis pas sûr. Ouais, mais apparemment
il y a beaucoup, Ça, c'est pas très grave. Sur ce joueur. Il y a beaucoup de rumeurs sur ce joueur. Là, je pense qu'il est vraiment perturbé par l'histoire de Barcelone, par machin, par avoir été mis en porte-à-faux, par avoir dû virer son agent, qui est le mec qui l'accompagne, laisse-moi finir, le mec qui l'accompagne quand même depuis qu'il est tout gamin, etc. Et je pense qu'il est perturbé, c'est dans la tête. Laissons-lui le temps de se reposer. On lui trouve beaucoup d'excuses depuis 3 ans. Beaucoup de circonstances. Oui, la pubalgie. Oui, ça. Oui, ça. À l'arrivée, il est pas encore le champion. C'est un grand joueur, mais c'est pas encore le champion. Il est pas assez souvent présent dans les grands matchs. Ouais, mais il y a vraiment d'autres explications pour sa baisse de performance en ce début de saison, pour le fait qu'il soit pas aussi concerné qu'il devrait l'être, que quand il soit concerné, il est trop dans le fait d'être nerveux. Et ces raisons existent. Et tout le monde n'arrête pas de parler sur l'hygiène de vie de Marco Verratti. Il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur la question, mais je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui savent exactement ce qui se passe. C'est un secret de polichinelle, hein, je pense, l'hygiène de Verratti. Quand j'étais à Paris encore, j'avais pris un Uber et je me rappelle, je lui avais demandé s'il avait vu des stars du PSG et il m'avait dit qu'il avait vu Marco Verratti et qu'il lui avait demandé une photo et Verratti avait refusé parce qu'il avait un joint dans la main. Donc je pense que c'est un peu secret de polichinelle. Je pense que Verratti a une hygiène de vie un peu dégueulasse. Mais après ça, c'est pas forcément un problème. Ça va être un problème s'il continue les performances comme il les enchaîne maintenant. Verratti, c'est un joueur qui n'a pas progressé depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Moi, j'adore ce joueur. Je suis un grand fan. J'ai le mal. Je trouve qu'il y a un axe de progression sous Unai, c'est qu'il se projette de plus en plus. Ça, c'est vrai. Et sous Carlo, il arrêtait pas de se faire engueuler parce qu'il, bon, déjà pour son attitude et sa nervosité, mais au-delà de ça, il arrêtait pas de se faire engueuler parce qu'il gardait beaucoup trop la balle. Et en 2 ans, il a quand même vachement épuré son jeu, il a commencé à moins la garder. Je dis pas que c'est parfait, mais voilà. Mais il a moins gardé. Des petits jeux de passe-passe qui c'est quand il est avec Mota, ouais. Quand il est avec Mota. Ouais, mais on parle de Verratti comme d'une pépite, comme un indispensable, mais pas. Est-ce que pour vous, par exemple, je sais pas, si je prends par exemple Marek Hamsik, est-ce que Marek Hamsik est vraiment en dessous de Verratti? Pas du tout le même jeu. Et puis c'est un mec qui joue plus devant. Tu vois, Verratti c'est un 6-8, Marek Hamsik c'est un 8-10 quoi. Par contre, Verratti qui devait être au niveau de Modric, il y est pas encore, ça c'est sûr. Ah, ça, bien évidemment. Personne n'est au niveau de Modric en Europe aujourd'hui. C'est sûr. Ok, mais du coup je pense qu'on a fait ce petit point sur comment faire jouer tous nos offensifs. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va être un peu galère, que Emery va devoir être un peu ingénieux. On peut se démerder maintenant. Ouais. On lui a donné des idées. En toute modestie. Kato le met pas dans les meilleures dispositions. Faut appeler un chat. C'est pas, du point de vue du coach, c'est pas le mercato idéal. Il se retrouve à trop que pas assez. Non, mais oui, mais on a trop dans certains postes et pas assez dans d'autres. C'est le déséquilibre. C'est pas trop, pas assez, c'est pas qu'il a trop de bancs, c'est qu'il a trop de bancs en attaque et pas assez de bancs au milieu, pas assez de bancs en défense et pas assez de bancs au goal, c'est différent. Et il a l'obligation quasiment d'aller en demi, il va avoir une pression énorme avec Mbappé et Neymar. C'est tout point, hein. Tu te retrouves avec, je sais pas, moi, Marquis, Kim ou Silva qui se pète pour 2 mois. T'as un carton jaune, tu flippes. Tu fais descendre Mota, mais. On peut avoir de belles surprises avec Lo Celso, Draxler. Lo Celso, oui. On peut avoir de belles surprises, on verra. Ça va être intéressant. L'éclosion de certains milieux. Et on a tous hâte de voir ça. Bon bah les gars, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. C'était très enrichissant. J'espère que la qualité de l'audio sera au rendez-vous parce que je pense que ce que vous avez dit mérite d'être écouté en masse. On va pas aller jusque-là, mais merci à toi de l'avoir mis en place. Oui, merci. Je vais souligner aussi un petit truc, c'est que là, on a parlé beaucoup PSG, mais on fera des thèmes plus généraux aussi. Oui, bien sûr, je pense qu'on avait une... général et pas que sur le PSG, même si pour le moment, il est... On avait une actualité assez riche à balayer. On va essayer de faire ça de manière hebdomadaire. Je pense que ça peut être pas mal. On va décortiquer le prochain match, peut-être. Voilà, exactement. Et il y a pas mal de remplaçants qui jouent avec les sélections. Les premières de Berchiche, peut-être. Ouais. Quand est le prochain match du PSG, Basto? Vendredi soir à Metz. Très bien. Eh ben, on sera là avec vous. Je vous remercie d'avoir écouté ceux qui sont allés jusqu'au bout du podcast. Merci Bastien. Merci à toi. Merci Drayas. Merci Jimmy. À la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao.